matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Gilles Guettner. Bonjour, monsieur Guettner. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Merci beaucoup. Et j'espère que vous aussi. On vous reçoit donc pour cet ouvrage qui est paru chez Fayard, Pour qui roule Mediapart. Je ne sais pas si on le voit là, à la caméra, voilà. Pour qui roule Mediapart, la face cachée d'Edoui Plenel. Alors, c'est un ouvrage qui... Pardon, j'ai oublié de vous présenter, Gilles Guettner, excusez-moi, je suis impardonnable. Journaliste d'investigation, ancien grand reporter à l'Express, spécialiste des affaires politico-financières et auteur de plusieurs ouvrages, dont récemment donc celui-ci, Pour qui roule Mediapart, que nous allons voir ensemble. Alors, c'est une lettre ouverte, que vous adressez à Edoui Plenel dans un ouvrage donc qui revient sur ses différentes enquêtes, sur ses méthodes et ses choix éditoriaux que vous jugez contestables. Vous brossez donc un portrait de ce journaliste incontournable, capable de faire tomber n'importe quelle figure, qu'elle soit politique, sportive ou économique. Et vous commencez dès ses débuts, en fait, dès ses débuts en journalisme. Et même avant, en réalité, sur sa jeunesse, ses origines, dans lesquelles vous voyez d'ailleurs dans son enfance l'origine peut-être, ou en tout cas vous supposez une origine de son militantisme, on va dire, mais vous allez nous parler de ça et revenir sur les débuts donc d'Edoui Plenel avec cette hypothèse de l'injustice ressentie. Bon, je vous laisse commencer ça. Oui, c'est exactement cela, à mon avis. Si vous voulez, Edoui Plenel a été fortement marqué par la colonisation de l'Algérie et était un chaud partisan de l'indépendance. Et des années plus tard, il a rejoint d'une certaine façon la cause palestinienne, ce qui est, à mon sens, une continuation de son engagement depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Oui, exactement. Et c'est ce que je dis. Et excusez-moi, selon vous, donc, il y a une injustice initiale qui se passe avec avec son père qui est démis de ses fonctions. Est-ce que vous pouvez nous revenir là-dessus très très vite et puis Écoutez, son père était inspecteur d'académie, vice-recteur de la Martinique, et à la suite d'incidents qui ont eu lieu assez graves, il a voulu donner à une école le nom d'un des manifestants qui avait été arrêté, je crois, tué. Et à partir de là, tout a dégénéré et on l'a démis de ses fonctions et il partira en Algérie où continuera d'exercer son métier de professeur d'histoire-géographie, d'histoire plutôt. Voilà. Et tout ça a profondément marqué le jeune Plenel qui prendra donc fait et cause pour les Palestiniens et qui, par la suite, sera assez opposé à la politique d'Israël. Et c'est à ce titre qu'il interviendra dans le conflit israélo-palestinien, où il montrera vraiment que c'est la Palestine qui a, je ne veux pas prendre position, mais qui a raison dans le conflit, qui est l'oppressé de la part d'Israël, qu'il considérera d'ailleurs comme État génocidaire. Ouais, alors on va commencer justement là-dessus, étant donné qu'on a lancé le sujet sur ces prises de position en faveur de la Palestine, que vous critiquez beaucoup dans cet ouvrage. Et ça commence en fait avec cet édito suite aux attentats des Jeux Olympiques de Munich. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Écoutez, c'est assez simple. Au moment des Jeux Olympiques de septembre 72 à Munich, euh, un commando palestinien, Septembre Noir, va pénétrer la nuit dans les locaux de la délégation sportive israélienne et va assassiner 11 personnes. Et à cette occasion, 11 athlètes israéliens. Et à cette occasion, Edoui Plenel va prendre position. La France, d'une part, découvre le terrorisme et la cause palestinienne,
et Edoui Plenel va prendre position pour la cause palestinienne et pour l'attentat, il faut le dire, et il reconnaîtra d'ailleurs que finalement, il reconnaîtra. Il argumentera plutôt qu'à l'époque, les intellectuels comme Jean-Paul Sartre avaient pris position pour la cause palestinienne, donc il était en son droit. Voilà, c'est ça, en résumé, de façon assez lapidaire, mais enfin, il restera toujours un partisan, on peut dire, acharné de la Palestine, que ce soit lors des manifestations qui ont lieu à Paris, qui sont interdites, mais qui seront à un moment donné autorisées par le préfet de police. Voilà un peu le décor de M. Edoui Plenel face à la cause palestinienne, avec évidemment un, des mots assez durs sur Israël, puisque le 7 octobre, ou le lendemain du massacre de 1200 personnes en Israël, eh bien, il va dire qu'il n'y a pas d'affrontement, il dira affrontement, Mediapart titrera, pardon, affrontement entre Israël et le Hamas, 300 morts du côté de la Palestine et 200 morts du côté du Hamas, ce qui est archi faux historiquement, puisque en réalité, il n'y a pas eu d'affrontement. Les 1200 personnes ont été froidement assassinées par l'organisation terroriste du Hamas. Ouais. Et alors, vous voyez même après ça des liens en fait avec l'antisémitisme. C'est un petit peu ce qu'on peut voir en toile de fond de votre ouvrage. Oui, oui, encore que je ne crois pas que Edoui Plenel soit antisémite, mais il a épousé cette cause palestinienne à un degré, à mon avis, jusqu'à l'aveuglement. Mais je le dis bien dans le livre, il y a aussi le drame de Gaza et il y a des milliers d'enfants qui sont morts, et ils sont morts évidemment sous les bombardements israéliens, mais ils avaient leur tort, c'était d'être palestiniens uniquement. C'est la guerre, c'est banal de le dire, c'est atroce des deux côtés. Voilà. Ouais. Alors vous revenez également sur les grandes enquêtes qui ont fait Edoui Plenel. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu par exemple, est-ce qu'on pourrait revenir sur, je ne sais pas, le Rainbow Warrior, par exemple? Alors le Rainbow Warrior, si vous voulez, c'est un bateau qui appartenait à un mouvement écologiste, Greenpeace, qui a été coulé en fait par les services secrets français et en 85, et on a eu beaucoup de mal à trouver que c'était les services secrets français. Et c'est en partie grâce à Edoui Plenel que l'on a pu connaître la vérité, de même qu'on connaîtra la vérité dans une autre enquête qui a fait beaucoup de bruit à l'époque lorsqu'il était au Monde, c'est l'affaire des Irlandais de Vincennes. Comme vous le savez, les Irlandais de Mm. Vincennes, c'était trois Irlandais donc, qui ont été soupçonnés d'avoir commis l'attentat de la rue des Rosiers, euh, près du restaurant Golden Bear. On a cru que c'était un, et en réalité, c'était absolument faux. Les trois Irlandais n'ont jamais participé à cet attentat. Oui, oui, et vous dénoncez justement, vous déplorez en réalité de temps en temps une espèce d'influence finalement d'Edoui Plenel qui va se laisser aller dans certaines affaires en fait à l'enfumage des politiques. Vous pensez à quoi là? Soyez précis parce que je vois pas. Eh bien, je pense à attendez, j'ai perdu ma, je pense à tac tac, pardon, j'ai Je vais en attendant, je me permets, bonjour Monsieur Guetner, Oui, je me bonjour. permets une question somme toute assez simple mais très directe. Pour qui roule Mediapart finalement et pour qui roule Edoui Plenel plus précisément, selon Alors, vous? si vous voulez, pour lui, je dirais, je serais tenté de dire, et il roule pour lui-même et pour Mediapart. Mhm. Donc, mais c'est une pirouette. En Bien sûr. réalité, il y a une espèce de propension chez lui à vouloir euh, jouer la carte de la transparence, Mhm. et évidemment, ça l'amène à, à taper beaucoup sur les hommes politiques. Cela dit, il l'a fait aussi dans d'autres enquêtes, mais Mhm. on voit bien que sur les hommes politiques, les enquêtes sont extrêmement fouillées, quitte à être souvent, je le dis quand même, à charge. Je vais prendre un exemple, sans prendre position, sans avoir peur des mots.
sur l'affaire libyenne et le financement de Nicolas Bien sûr. Sarkozy. Nicolas Sarkozy, lors de sa campagne électorale de 2007, bon, il est clair que Mediapart a mis le paquet et ils ont publié, le site de Louis Plenel a publié près de 200 papiers. Et si vous voulez, à un moment donné, on est un peu perdu, même moi qui ai suivi des affaires, on est un peu perdu et on se demande où est le pacte de corruption. Mais cela dit, c'est-à-dire argent Vous contre... considérez qu'il n'y a pas d'affaire sur le financement libyen? Ah, si, il y a une affaire, il y a incontestablement une affaire. On voit bien que l'entourage de Sarkozy, de M. Sarkozy, s'est assez agité pour recevoir de l'argent, les rencontres à Tripoli avec des gens proches du pouvoir. On voit bien qu'il y a quelque chose. Mais quant au pacte lui-même entre Sarkozy et Kadhafi, on a du mal à le distinguer. Alors évidemment, si je dis ça, on va dire que Mediapart va dire que je défends Sarkozy. Moi, je défends personne. Dans mes enquêtes, j'ai souvent tapé à droite, j'ai souvent tapé à gauche. Quand je dis taper, c'était l'enquête qui me faisait écrire ces choses-là. Là, on verra le 25 septembre le jugement du tribunal judiciaire de Paris, si oui ou non il retient Mais alors, le acte de corruption. Mais ces derniers temps, alors depuis un moment maintenant, il est souvent question d'influence étrangère sur des élections, sur certains médias. Est-ce que selon vous, pour le coup, Mediapart serait sous influence étrangère? Et Edoui Plenel en tête? Alors écoutez, vous me posez une question à 10 000 $. Peut-être avez-vous une idée. Moi, je n'ai pas d'idée. Hein. Moi, je n'ai aucune idée. Les influences étrangères. Alors, vous savez, à une époque, sous François Mitterrand, on avait dit qu'il était un agent de la CIA. C'est entièrement faux. Bon nombre de gens ont témoigné pour dire que c'était bidon, quoi. On a toujours tendance un petit peu à voir, quand quelqu'un écrit un papier, s'il écrit un papier méchant pour la droite, on dit il est de gauche, et s'il écrit un papier méchant pour la gauche, on dit il est de droite. Moi, je n'ai jamais procédé de cette façon, mais peut-être que j'ai tort, mais je ne vois pas où est l'influence. L'influence, c'est un journalisme de combat, un journalisme militant. Là, ça c'est clair. Militant pour qui? Militant pour nettoyer les écuries d'Augias, comme on dit, c'est-à-dire pour faire de la classe politique une classe, pas la transformer en classe propre, mais pour ne rien laisser passer. Je pense par exemple à l'affaire Dussopt. Dussopt est l'ancien ministre du Travail qui a été accusé, on a pris plein les dents, si j'ose m'exprimer ainsi, qui a été soupçonné d'avoir touché de l'argent, pas de l'argent, des toiles du peintre Garouste en échange de l'attribution du marché de l'eau à la Sahure, qui est une des plus grosses à la Sorgue, qui est une des plus grosses entreprises de marché de l'eau. En réalité, ça s'est terminé par du jus de boudin, puisque Yves Dussopt, qui a donc été contraint d'abandonner la politique, a été condamné à 5 000 € d'amende, à 10 000 € d'amende, 15 000 € d'amende, pardon, avec sursis, dont 5 000 donc à payer cash. C'est quand même une condamnation faible qui n'a rien à voir avec les histoires de Sarkozy ou d'autres histoires, ou l'histoire Cahuzac, qui est le grand fait d'armes d'Edoui Plenel, il faut le reconnaître. Bon, alors, évidemment, ça le dédouane, on le dit de taper sur Sarkozy. Il a sorti quand même une affaire sur l'ancien ministre, sur le ministre socialiste du budget, pompier pyromane par excellence. Et alors justement, vous dénoncez un journalisme policier, hein. J'ai retrouvé, excusez-moi, hein, ce à quoi je pensais, c'était sous Mitterrand, lors des attentats du 17 septembre 1986 avec le Tati de Rudren. C'est là qu'il se laisse enfumer finalement par les services secrets. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça? Par le ministre de l'Intérieur de l'époque, par le ministre de l'Intérieur Robert Pandreau, qui dira finalement ça faisait pas de mal, ça faisait pas de bien, je les ai mis sur une fausse piste. Et ce qui a entraîné la réaction du monde diplomatique, justement en accusant Edoui Plenel de donner libre cours à ses instincts et de faire du journalisme policier. Mais ça, ce sont des querelles de journalistes. Vous savez, il y en a plein des querelles de journalistes. Les journalistes sont des grands enfants et en même temps qui manquent de modestie. Journalisme policier, qu'il ait des contacts dans la police, on la voit dans l'affaire Péchinet, visiblement, à l'époque, il était au Monde, il avait des contacts avec la Direction centrale des renseignements généraux, mais quel journaliste d'investigation n'a pas de contact avec la police? Si vous n'avez pas de contact avec la police, si vous n'avez pas de contact
avec les avocats. Si vous n'avez pas de contact avec les magistrats, ben, vous n'avez rien du tout. Ouais. Voilà, c'est simple. Bien sûr. Évidemment, il y a l'affaire Elf Dumas aussi qui est, Oui. qui est très intéressante, où on montre en fait finalement à quel point Edoui Plenel peut faire tomber des têtes. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, alors l'affaire Roland Dumas, c'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que Roland Dumas était un prince de la Mitterrandie, il avait été ministre des Affaires étrangères, président du Conseil constitutionnel, et il a été soupçonné d'avoir reçu quelques subventions, entre guillemets, de sa maîtresse, Madame de Guéjoncourt, subventions qui provenaient de l'affaire Elf. Alors, en première instance, il a été lourdement condamné, à pas plus d'une amende très forte et de la prison avec sursis, et en appel, en janvier 2020, 2021, je me souviens plus, oui, 2023, l'appel. 2023, pardon, il a été relaxé par la Cour d'appel de Paris. Exactement. Et ça a fait beaucoup de bruit parce que dans son éditorial, il a écrit que Monsieur Dumas a été relaxé, ce qui ne veut pas dire qu'il était innocent de tous ses actes. Et ça a Voilà, provoqué, la justice, la on est à justice la limite. proclame Dumas non coupable, elle ne dit Oui. pas que tous ses actes furent innocents. Là, on est à la limite. On est à la limite du journalisme d'investigation. Qu'il y a bien un moment où il faut s'arrêter. Si la justice reconnaît qu'un tel est coupable, il est coupable. Si un tel est considéré comme innocent, il est innocent. Ce qui a suscité d'ailleurs une réaction très vive de Daniel Schneiderman, qui était le chroniqueur à l'époque, Exactement. qui a parlé de chasse à court à l'égard de Roland Dumas. L'édito Bon, de voilà. trop. Exactement. D'édito de trop. Et alors, vous dénoncez hein, justement ce rapport à la justice hein, d'Edoui Plenel, qui, à plusieurs reprises, va justement se positionner, alors que la justice aura rendu finalement sa sentence, qui va critiquer, qui va prendre de la distance par rapport à ça. Oui, vous pensez à quoi? Moi, je pense que le cas type, c'est l'affaire Dumas et Elf. Autrement, il y a forcément des liens. Tous les Il y journalistes. a l'affaire comme je vous dis- Bettencourt également. Alors là, alors l'affaire Bettencourt, ça c'est intéressant aussi. C'est un petit peu dans la continuation de l'affaire Elf, si vous voulez, l'affaire Roland Dumas, Elf. Dans l'affaire Bettencourt, comme vous le savez, la justice a soupçonné et Nicolas Sarkozy et Éric Woerth d'avoir touché également quelques subsides. Mais là, le résultat des courses a été le suivant. Sarkozy a bénéficié d'un non-lieu et Éric Woerth, qui était le trésorier de sa campagne de 2007, a été relaxé de trafic d'influence et d'abus de faiblesse. Et là encore, l'éditorialiste, le directeur éditorial plus exactement de Mediapart, a considéré que la justice s'était couchée. Mais je lui fais remarquer que quand la justice ne se couche pas et rend des décisions qui sont plutôt favorables à Mediapart, là, personne ne se blâme pour dire que la justice s'est couchée en faveur de Mediapart. Voilà. Il y a 2 poids et 2 mesures. Et alors moi j'aimerais revenir également sur un chapitre qui était assez intéressant, c'est le lien qu'Edoui Plenel entretient avec Emmanuel Macron dans un Je t'aime moi non plus. Oui, alors ça, c'est un lien, bon, c'est un peu pas une boutade, mais un clin d'œil vis-à-vis de tous mes confrères journalistes. Vous savez, quand un candidat commence à plaire à l'élection présidentielle, on lui cavale après, tout le monde lui court après. Et avec Mediapart, c'est ce qui s'est passé en 2017, avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, où on voit Edoui Plenel faire il faut le dire, des courbettes à l'égard d'un candidat de gauche, qui plus est banquier, ce qui est rare, etc., et qui est le bienvenu à Mediapart. Là, donc, c'est une espèce d'amour fou, entre guillemets, qui s'installe entre Edoui Plenel et le futur président de la République. 1 an plus tard, que se passe-t-il? Le ton a totalement changé, et on le voit dans une interview que mène Jean-Jacques Bourdin et lui-même. Alors maintenant, on ne prend plus de gants, on l'appelle pas Monsieur le Président, comme si appeler Monsieur le Président de la République, c'était signe de comment dirais-je, de faiblesse ou de courber les chines. Maintenant, c'est Monsieur. Et évidemment, l'entretien se termine pas très bien parce que Edoui Plenel pose une question sur les impôts que pourrait devoir
le groupe Kering, le groupe Pinot, et évidemment le le président de la République est plus qu'agacé et rappelle que M. Plenel a été condamné à une peine condamné pour redressement, à un redressement fiscal d'1 300 000, etc. Parce que Plenel voulait que le taux de la TVA réduit à 2% soit appliqué comme pour la presse numérique. Et donc l'entretien s'est mal terminé. Et à partir de là, j'ai le sentiment que c'était la guerre entre le président de la République actuelle et le fondateur du site Mediapart. Mmh. Alors qu'au début, au contraire, justement, Oui, comme c'était grand vous le amour. disiez, c'était grand amour, hein. On a une citation là: «Nous recevons celui qui va rassembler les voix de tous ceux qui veulent dire non à l'extrême droite, non aux héritiers, du fascisme», et on va revenir là-dessus d'ailleurs puisque, ce que vous dénoncez aussi justement, c'est cette ambivalence finalement entre d'un côté, cette espèce de guérilla, menée aux héritiers du fascisme, en tout cas supposée, par Edoui Plenel, hein, qui n'a de cesse que de se battre contre ça. Et finalement, vous, ce que vous dénoncez, c'est que en réalité, peut-être que le fascisme a changé de visage. En tout cas, l'antisémitisme, lui, a changé de visage. C'est ce que vous dites. Vous citez par exemple l'article du 20 juin 2024 de Joseph Confavreux, Oui, qui s'appelle «L'antisémitisme, fléau et piège de campagne», dans lequel, selon vous, voilà, on excuse en fait l'antisémitisme de la gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? écoutez, si vous voulez, pendant de nombreuses années, l'antisémitisme a été un des marqueurs de l'extrême droite, et il est vrai que depuis quelques années, depuis quelques mois, il est le marqueur d'un mouvement qui s'appelle la France insoumise. Et il y a certains de leurs représentants, et là, je cite le cas de David Guiraud, qui est député du Nord, qui Mmh. parle de Sabra et Shatila et qui commet une erreur terrible en disant qu'Israël est était à la manœuvre pour cette histoire. En réalité, pas du tout, c'était les forces libanaises. Et Confavreux s'interroge, le journaliste de Mediapart, est-ce que on peut refuser euh, l'investiture à un homme politique qui a une telle position? Bon, et visiblement pour lui, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai le sentiment que ça a de l'importance. Voilà. C'est une petite polémique entre Mediapart et moi, mais je ne veux pas aller plus loin. Mmh. On verra, les électeurs jugeront lors, d'une part, des municipales de 2026 et lors de l'élection présidentielle de 2027 et peut-être même avant, lors des législatives. Voilà, pourront, qui pourraient survenir. Oui, bien sûr. Je crois que Merwan avait une question. Oui, monsieur Geithner, j'ai une petite question Oui. pour revenir justement à la cause palestinienne, cause palestinienne, pardon. Quel serait l'intérêt pour Edoui Plenel et Mediapart de s'engager autant pour la cause palestinienne selon vous? Alors, je vais être ironique ou je ne sais pas, mais vous savez qu'en France, il y a 5, 6, 7 millions de musulmans et Mhm. que l'extrême gauche court après ses voix. C'est pas nouveau. Il y a eu aux dernières élections municipales des listes composées de musulmans qui avaient 7-8% de voix dans leur rang. Or, comme vous le savez, l'électorat juif, c'est 500 000 personnes. Bah, vous faites le ratio et vous vous dites, bah, voilà pourquoi on soutient plutôt la cause palestinienne, qui dans l'ensemble est assez soutenue par les musulmans de France. Mais Voilà. Donc, si on fait c'est le une rapport. interrogation. Oui, si on Oui, fait le rapport entre les zones qui votent le plus ou le moins, on se rend compte que là où vous avez des musulmans, ce sont des zones aussi qui ne votent pas beaucoup. Donc c'est aussi oui, un électorat qui est difficile à atteindre. absolument, parce que vous avez même un électorat musulman qui vote résolument pour ce qu'était l'ancienne RPR. Enfin, Oui, et ça se vous avez voit. aussi un électorat musulman qui vote à droite, Oui, clairement. Et absolument. RPR, parce que mm, il y avait un côté, si vous voulez, populaire, etc., qu'on ne trouvait pas chez d'autres partis de droite. Voilà. Mais effectivement, vous avez raison. Alors, autrement, il y a aussi son intime conviction, et ça, là-dessus, il a parfaitement le droit, je ne suis pas d'accord. Il a parfaitement le droit de penser que le peuple palestinien est l'opprimeur et que Israël est, le peuple palestinien, pardon, est l'opprimé et le peuple israélien est l'opprimeur. Moi, je ne crois pas que les victimes d'hier soient les bourreaux d'aujourd'hui. Bon, mais ça,
moi, je respecte les opinions, hein, Mhm. Mm. Oui. voilà. Mais je vois quand il y a des manifestations à Paris ou en Angleterre, par exemple, on crie à bas Israël, État génocidaire, et mort à Israël, alors que les manifestants israéliens ne crient pas à mort à la Palestine. De toute façon, je vais vous dire, pour aller plus loin, c'est un conflit c'est la guerre de 100 ans. Les deux parties sont irréconciliables, c'est fini. Il y aura toujours une guerre, une guérilla, euh, voilà. Mais On se demande d'ailleurs, pardon, en même temps, on serait en regret de se dire que la France, qui avait une position diplomatique, je oui, dirais, absolument. plus ou moins importante, voire très importante pour certains, Bon, ne joue elle pas ne l'a ce plus aujourd'hui. rôle-là aujourd'hui au Moyen-Orient. Non, elle ne l'a plus aujourd'hui, c'est clair. Elle ne l'a plus. La politique pro-arabe ou qui était menée par Jacques Chirac et De Gaulle, évidemment, il n'en reste que des bribes, à mon avis, hein, mais voilà. Alors, pour revenir sur votre ouvrage, moi, il y a une chose quand même qui m'a marqué à la lecture, c'est que vous évoquez une grande indulgence d'Edoui Plenel envers les Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, bah, écoutez, oui, quand il parle il est très indulgent, il parle d'inventivité. Moi, j'ai trouvé que ce mouvement, qui était légitime au sens Sur lequel où vous avez des mots effectivement, très durs, hein. oui, sur le mouvement, oui, enfin, oui, si vous voulez, je pense qu'un mouvement populaire, ce qui était le cas, qui ne débouche pas sur un mouvement politique, est voué à sa perte. Est voué à sa perte, et on l'a vu. Et les leaders des Gilets jaunes, pardon, étaient plutôt un mouvement spontanéiste qui avait des parfums, un parfum poujadiste, qui Mais a alors été incapable, justement, moi, qui a été incapable de présenter des listes. Hein. et ben justement, le poujadisme, lui, s'est converti en un mouvement politique. Et Oui, là, et absolument. vous critiquez, ce que vous critiquez des Gilets jaunes, c'est ces similitudes avec le poujadisme. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est que je dis, cela dit, le poujadisme, vous savez, ça a duré de 56 à 58. Hein. Il y a eu une cinquantaine de députés poujadistes qui ont été élus en 56, et en 58, il n'y en avait plus, pratiquement. Il n'y a plus rien. C'est un mouvement, si vous voulez, euh, que c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple dans la mesure où il était populaire. Et effectivement, alors il y a un troisième paramètre qui intervient, c'est que le président de la République n'a rien compris. S'il avait compris à ce mouvement, il n'aurait pas dégénéré. Et il faut reconnaître aussi que les slogans employés par les Gilets jaunes, du genre policiers, suicidez-vous, c'est pas terrible comme mouvement. Hein, Hmm. quand on est quand même pour la liberté et quand on est quand même pour un certain ordre, on est quand même un peu Bien sûr. abasourdi. Policiers, suicidez-vous quand même. Bien sûr. C'est pas terrible. Hein, voilà. Et d'ailleurs, vous dénoncez hein, cette prise de position hein, d'Edoui Plenel qui va reprendre le slogan de police fasciste. Oui, alors voilà, vous y venez, vous avez tout à fait raison. Euh, il y a eu, comme vous le savez, plusieurs interdictions de manifestations palestiniennes prononcées par le préfet de police, mais qui ont été après annulées par le tribunal administratif. Bon. Et à cette occasion euh, de manifestations, de violence, car, et vous savez, j'ai l'avantage sur vous d'avoir connu mai 68, je peux vous dire Mm. que c'était gratiné aussi, hein, le mouvement de mai 68. Il y avait, c'était différent, puisque c'était un mouvement de jeunesse, un mouvement estudiantin. Il y a eu des violences terribles aussi, quand même. Bon. Et là, moi, je me souviens, vous avez peut-être, ça remonte à pas longtemps, à 3-4 ans, au moment de l'apogée de la crise des Gilets jaunes, on voit quelque chose que je n'avais jamais vu, c'est ce boxeur qui boxe à main nue pratiquement, un Oui, gendarme d'Épinger. sur un pont de la Seine. C'est incroyable, ça, j'ai jamais vu ça. Bon, Non, alors mais c'est il faut dire qu'ils avaient été également. Enfin, il y a eu absolument, oui, un oui, non, mais mouvement de répression policière absolument absolument. Main incroyable au moment arrachée, des Gilets jaunes. mains Oui, oui, arrachées, oui, des non. yeux, des gens Oui, éborgnés. oui, non, mais Oui, oui. il y a eu pas 80 ou 100 personnes qui ont eu les pouces ou les mains arrachées là-dessus. Alors peut-être que vous pouvez faire le reproche, j'aurais dû en parler davantage, mais moi je fais
amende honorable, hein, je détiens pas la vérité. Alors, sur la police fasciste, parce que ça, c'est quand il dit que la police est fasciste, là, est-ce qu'on voit la nuit, à 6 heures du matin, des bus qui s'en vont à Drancy ou des choses comme ça? Est-ce qu'on voit des perquisitions qui ont lieu à 3 heures du matin? Ça peut exister en matière de terrorisme. Là, il exagère un petit peu. D'ailleurs, c'est le maire de Colombes qui avait lancé cette Ouais. rumeur, et il est revenu en arrière en disant: «Oui, on ne peut pas comparer la police de Vichy et la police française». Il a fait amende honorable, il a retiré ce qu'il avait dit et il a été condamné à une amende de 3 000 Patrick € pour Chemovitch. injure. Voilà, Patrick Chaïmovic et Louis Plenel, lui, a considéré, n'a pas reculé et a fait sien les propos qu'il avait tenus sur la police fasciste. Et alors, avant de terminer, je voudrais revenir aussi sur, donc toujours cet épisode, hein, Macron je t'aime, moi non plus, hein, on revient sur cette histoire d'amour déçu, hein, on va dire, entre Edoui Plenel et Emmanuel Macron. Il y a autre chose qui m'a interpellée également à la lecture de cet ouvrage, lorsque vous parlez justement donc du lâchage de Mediapart, qui dénonce la présidence toxique, hein, je cite. Vous dites à un moment, peut-on expliquer donc de manière aussi fantaisiste qu'il fasse l'objet d'un tel rejet? Soyons sérieux, d'abord il y a des raisons qui ne lui sont pas imputables, la crise du Covid-19 et l'irruption des Gilets jaunes. Est-ce que ces deux crises-là ne sont pas imputables à Emmanuel Macron, vraiment? Bah, si vous voulez, pas la crise, la gestion de la Covid, avec les Oui, masques, etc., on peut critiquer. Mais la crise elle-même, c'est pas de sa faute si un certain nombre de personnes ont été atteintes de la Covid et sont morts. Là-dessus, ça me paraît difficile de l'accuser de cela. Alors, sur la gestion de la crise, etc., on peut dire que il a finalement enfermé les Français dans l'Hexagone, qu'on a pris des mesures beaucoup trop, je dirais, restrictives. On parle de liberté de circuler, d'aller et venir, etc. ben oui, Et puisque s'il n'avait rien fait, et s'il y avait eu encore davantage de morts, que n'aurait-on dit? non, mais il est C'est quand même ça. responsable de la politique qu'il a menée Ah oui, au Du nombre moment de cette du crise. manque de lits, du manque oui, des oui, masques qui ont été brûlés. Je veux dire, il y a tout un enchaînement. Il y a des oui, causes qui oui, nous non, ont mais amenés à cette vous avez situation. raison. Oui, moi je m'en tiens. Bon, je suis pas un spécialiste, vous vous doutez bien, de la Covid. Il y a eu des professeurs de médecine célèbres, en particulier le professeur Raoult, qui ont eu des mots très durs sur la politique menée par Emmanuel Macron, qui ont dit qu'en réalité, la Covid, c'était pas grand-chose. Bon, moi, je peux vous dire que j'étais quand même un peu inquiet quand il y a eu la crise de la Covid. Alors, la deuxième réflexion, c'était sur le président toxique. Oui. Oui, là, si vous voulez, Edoui Plenel se livre à une espèce de psychanalyse un peu sauvage. Moi, je vais pas sonder le cœur, l'âme et l'inconscient du président de la République. Voilà, c'est tout ce que Mm. j'ai à dire. Je le juge sur ses actes, on le juge exactement sur ses actes, un point c'est tout. On verra. Il a été réélu 2 fois quand même, hein. Il a été réélu, enfin 1 fois, alors que tout le monde pensait qu'il serait battu. C'est là où c'est assez étonnant, alors que d'autres présidents, on pensait qu'ils seraient élus et ils ont été Bah, battus. c'est le Front républicain, hein, Ouais, de quelle manière il a été réélu aussi. Ouais. qui continue de Oui, oui, fonctionner. oui, bon, bah, ça Ouais. voilà, Merci beaucoup ben, c'est Gilles moi. Guettner, hein, je le rappelle, donc cet ouvrage Pour qui roule Mediapart, la face cachée d'Edoui Plenel. On revient sur énormément d'affaires, hein, médiatiques qui ont marqué la carrière d'Edoui Plenel. On revient sur ses débuts au Monde, dans le militantisme, sur l'épopée de Mediapart, les grandes affaires politico-financières. Et donc vous pouvez vous le procurer chez Fayard. Voilà. Hein, Merci. Merci, beaucoup. monsieur Guettner. Merci pour votre Et moi, pour c'était votre très venue. sympathique. Et ben, Pareil. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette.
Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.